Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation. On va vous présenter l'archivage numérique. Aujourd'hui, on aura 3 parties, enfin 4 avec les questions. Donc, une première introduction juste pour rappeler ce qu'on avait présenté l'année passée. Et puis, parce que la présentation d'aujourd'hui est une suite de la présentation de l'année passée. Il y aura une partie sur les principes de la gestion documentaire et de l'archivage numérique, surtout aussi pour que vous puissiez vous rendre compte, pour les personnes qui ne connaissaient pas, les différences en système de GED et archivage, c'est quoi. Et ensuite, la dernière partie, qui est vraiment l'offre qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc après, une partie aussi pour les questions. On aimerait faire, nous, la présentation en 30 minutes pour que vous ayez 15 minutes de questions. L'histoire, enfin, on aimerait finir assez vite aussi, quand même. Donc la première partie, c'est un peu le constat initial que nous on voit, c'est que dans les communes, il y a quand même une production documentaire de plus en plus numérique. Ça peut être des disquettes, des CD-ROM, des disques durs externes, plein de choses qu'on va trouver dans les galetas, dans les caves, dans les tiroirs. Donc ça, on en trouve quasiment dans chaque commune. Je pense que c'est aussi le cas chez vous. Qu'est-ce qu'on fait de ces supports numériques avec potentiellement des informations à valeur archivistique? Ça peut être justement des données qui sont nées numériques en film, des photos numériques. Qu'est-ce que je fais pour archiver? Est-ce que je les imprime? Je ne peux pas tellement imprimer en film, c'est un peu compliqué. On a de plus en plus aussi de systèmes de gestion électronique des documents qui sont utilisés, qui sont parfois chargés par des dizaines d'années d'emploi sans vraiment faire du tri, des systèmes qui parfois commencent gentiment un peu à ramer. Est-ce qu'on peut vider ces systèmes de GED ou pas, parce qu'il y a des données archivistiques? On a aussi beaucoup de communes qui numérisent des documents. Ça peut être des vieilles photos, ça peut être des plans, ça peut être des procès-verbaux anciens des autorités, ça peut aussi être potentiellement des journaux communaux. Qu'est-ce qu'on fait si on numérise ces choses? C'est qu'on y voit de la valeur. Est-ce qu'on préserve aussi les fichiers numériques? Et il y a aussi toute la jungle des applications métiers qui sont truffées de données, souvent ou pas, à valeur archivistique. Qu'est-ce qu'on fait de ces données qui ont une valeur archivistique? Donc ça, c'est un peu le constat qu'on a, c'est qu'il y a un petit peu partout des fichiers numériques, c'est difficilement contrôlable et certains ont une valeur archivistique. Pourquoi et comment archiver? Donc ces données, certaines doivent être utilisables sur le très long terme, que ce soit pour des raisons historiques, mais souvent pour des raisons plutôt légales. Enfin, on doit prouver qu'on a des informations dignes de confiance. On a au niveau des communes un cadre légal qui est généralement cantonal, hein, ça peut être des lois sur la transparence, la protection des données, l'archivage. Chaque canton en Suisse a un peu ses propres lois, ce qui est assez rigolo. À noter aussi que les entités intercommunales sont des communes, donc elles sont comprises dans ces lois. Et on a aussi tout un panel de normes, alors qui ne sont pas des lois, vous n'êtes pas tenu à ces normes, mais des normes plutôt suisses ou internationales pour l'archivage numérique. Donc nous, DocuTeam, nous, on se fie à ces normes nationales et internationales, même si c'est des bonnes pratiques plutôt que des choses que vous devez à tout prix respecter. À noter, enfin, qu'on doit distinguer aussi l'archivage courant intermédiaire. Donc pour les archivistes, là, je n'apprends absolument rien du tout. Il y a des gens qui ne sont pas archivistes. C'est toujours un peu délicat. Quand on entend archivage pour tout. Donc il y a deux grandes vies. On en discutera tout à l'heure des archives. Il y a ce qui est toute conservation probatoire qui vous sert à vous, administration, donc ce qu'on peut appeler archivage courant et intermédiaire, qui sont pas vraiment des archives au sens historique du terme, au sens des lois sur l'archivage, et en miroir, si on veut, tout ce qui est archivage définitif ou historique qui concerne grosso modo un peu 10-20% de la production documentaire initiale. Les chiffres peuvent varier, des fois c'est plus. Voilà, c'est un peu des ordres de grandeur. Donc toute la production que vous avez ne devient pas archive historique, mais quand on parle archive historique, eh ben, il va falloir quand même conserver ça sur du très long terme. Donc comment faire si on n'a pas de solution prévue? Un système de GED n'est pas prévu pour la conservation historique. Par contre, pour la conservation probatoire, ça va très bien. À noter aussi les différences entre archivage papier et électronique. C'est
plus toujours possible d'imprimer tout ce qu'on veut archiver. Donc, comment faire justement? Mais ça, c'est un autre constat. Il restera quand même toujours du papier à archiver. Il y aura quand même toujours des conventions qui resteront écrites avec des beaux stempes de notaire, etc. dessus. Donc, on peut conserver une copie papier pour la consultation, mais il va falloir quand même conserver l'original papier ou alors tout ce qui est procès-verbaux des autorités. Donc ça, c'est un peu nos constats de départ. Pour la présentation d'aujourd'hui, on sera trois. Donc Nathalie Guillaume-Falconet qui présentera justement la partie des principes. William Joachim qui vous présentera l'offre de solutions d'archivage numérique mutualisée et moi-même qui fais juste cette partie introductive. On est donc tous trois membres employés par DocuTeam, qui est une société anonyme basée à Baden, dans le canton d'Argovie. On a des bureaux à Yverdon-les-Bains, donc nous, on est la partie francophone de DocuTeam. La société existe depuis 2003 et on est environ 50 personnes spécialistes avec des profils soit plutôt archivistiques, soit informatiques. Donc les profils informatiques sont au service de nous autres archivistes. On n'est pas une solution, enfin une société qui fournit a priori des logiciels, en tout cas pas pour des JET. Par contre, pour l'archivage électronique, oui, ce qu'on va vous montrer tout à l'heure. Je n'entre pas dans les détails de la composition de DocuTeam. L'année passée, donc, on vous avait montré pour les personnes qui sont là une solution d'archivage électronique partagée entre 14 communes. Oui, l'année passée, on vous avait présenté un peu une solution existante dans le canton de Neuchâtel. Donc, c'est 14 communes qui se sont mises ensemble via une convention intercommunale pour se partager une solution d'archivage numérique. Donc, entre 14 communes, il n'y a pas les 14 qui l'utilisent. Je crois qu'actuellement, on est à 4 ou 5 communes qui utilisent cette solution pour l'archivage numérique. Mais on s'est rendu compte qu'en effet, c'est pratique pour sauver des vieux CD-ROM, des vieux films, des applications métiers, notamment des livres comptables. Donc ça existe dans le canton de Neuchâtel et nous, on se rend compte que c'est difficile dans les autres cantons pour les petites et moyennes communes d'avoir une solution d'archivage. Donc on voudrait vous proposer quelque chose de similaire à ce qu'on a fait sur Neuchâtel, d'où le but de la présentation d'aujourd'hui. Pour la suite, je passe la parole à ma collègue Nathalie Guillaume-Falconet qui va vous présenter un peu les principes. Donc pour les archivistes, je crois qu'il n'y aura rien d'extraordinaire. Pour les autres, ça permettra peut-être de mettre en place certaines briques par rapport à ça. Merci Gilliane. Donc vous l'avez compris en écoutant cette introduction, l'enjeu aujourd'hui pour les administrations communales, c'est de garantir la pérennité de ces informations qui sont produites au format électronique, comme on le fait depuis longtemps pour le papier. Alors pour le papier, on a une bonne visibilité, on a quelques centaines d'années d'expérience qui nous montrent que ça se conserve relativement bien, donc si c'est stocké dans de bonnes conditions et surveillé. Pour les supports informatiques, on le sait aussi, ils ont une durée de vie qui est beaucoup plus limitée. C'est le cas pour les logiciels, les formats et certaines données aussi. Donc, cette obsolescence beaucoup plus rapide des données numériques nous a obligés, nous archivistes, à revoir un peu les principes qu'on a toujours appliqués pour la gestion du papier. Si tu passes, Gilliane, juste la slide suivante. Merci. Vous voyez ici ce qu'on appelle le modèle traditionnel de cycle de vie des archives des trois âges. Donc, ces trois âges qui sont représentés par ces trois flèches de couleur et qui se déploient, vous le voyez bien, en trois temps. Donc, d'abord une phase active, la phase qui est représentée ici en jaune. Enfin, en tout cas, moi, je le vois jaune. Pendant laquelle une affaire est en cours, un dossier est ouvert, il est alimenté, consulté régulièrement et il reste sous la responsabilité du service ou de la personne qui le produit. Donc, c'est vraiment la partie courante, la partie active d'une affaire et d'un dossier qui est produit lié à cette affaire. Ensuite, il y a une phase intermédiaire qui intervient lorsque l'affaire ou le projet est conclu. Donc, le dossier est clos. Mais il doit être conservé pendant ce qu'on appelle une durée d'utilité légale ou une durée d'utilité administrative, c'est-à-dire une période pendant laquelle il doit pouvoir être produit au titre de preuve ou de témoignage des activités qui ont été exercées par l'administration communale. Et cette durée légale, elle peut avoir une longueur assez variable. Ça peut être une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, voire 25 ans ou davantage. Donc, elle est assez, elle est définie en fonction en fait du type de dossier.
Et dernière phase de ce cycle de vie traditionnel des archives ou de l'information, c'est la phase finale qui intervient après une étape de tri. Donc, au terme de la durée légale ou administrative de conservation, on va trier les dossiers et les ventiler en deux lots. Les dossiers qui n'ont pas de valeur archivistique, pas de valeur patrimoniale ou historique, qui vont pouvoir être détruits parce qu'ils sont justement arrivés au terme de cette durée de conservation légale, et les dossiers qui portent une valeur archivistique historique, qui vont, eux, devoir être archivés et préparés pour une conservation à long terme. À long terme, c'est-à-dire 10, 20, 50, 100 ans et plus. Donc vraiment quelque chose qui se projette très loin dans le temps. Donc, à l'ère numérique, aujourd'hui, informatique, les deux premières phases, elles sont souvent gérées dans ce qu'on appelle des systèmes de GED, des systèmes de gestion électronique des données ou des applications métiers, ça a été mentionné tout à l'heure. C'est celles qu'on utilise pour comptabilité, contrôle des habitants, finances, salaires, les votations, les élections, etc. Il y en a toutes sortes. Et ces outils viennent soutenir le travail des administrations et optimiser en fait ces flux d'informations, de documents qui sont gérés au quotidien. Donc, ça permet d'organiser les choses, de les partager. Donc, c'est des outils qui sont précieux. En revanche, comme Gilliane l'a déjà mentionné, ces outils ne permettent pas de prendre en charge la troisième phase, même s'il y a parfois une confusion sur ce point-là. Mais la phase d'archivage proprement dite, d'archivage pérenne, qui, je l'ai dit, se déploie sur une très longue période, ne peut pas être gérée par ces outils-là qui n'ont pas cette perspective à long terme. Euh, Puisque dans cette dernière phase, en fait, vu aussi l'obsolescence de ces formats, il faut intégrer des paramètres de monitoring, des conversions de formats pour que les données soient archivées dans des formats qui soient très stables et qui soient prévus en fait pour cette conservation à long terme et éventuellement qui soient migrées si les données ne sont plus lisibles, enfin avant que les données ne soient plus lisibles, pour en garantir justement cette conservation à long terme. Donc, qu'est-ce que ça implique en fait sur nos pratiques? Si tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, Gilliane. Voilà, ça nécessite pour nous en fait de revoir un peu certains temps en fait, certains temps de latence qui doivent être en fait raccourcis. Donc la phase active gérée dans les GED, elle garde son rythme, mais en revanche, une fois qu'un dossier est clos, il faut plus rapidement en fait le passer dans une solution d'archivage, au risque sinon d'une part, de voir certaines données perdues, parce que si elles restent trop longtemps dans les systèmes d'exploitation actifs, même si le dossier est clos, les données ne sont plus utilisées, le risque, c'est que les formats deviennent obsolètes ou que les logiciels qui étaient utilisés pour les lire deviennent inutilisables ou n'existent plus. Et donc, ces données ne peuvent plus être consultées et ne peuvent plus être produites en cas de besoin. Donc, d'une part, il faut raccourcir ce temps intermédiaire pour éviter ce risque. Et d'autre part, le fait d'archiver plus rapidement, donc de passer plus rapidement les dossiers clos dans une solution d'archivage, ça permet aussi d'alléger tous les outils qui sont utilisés pour la gestion courante, et en particulier ces GED qui de fait, gardent de meilleures performances si elles ne stockent pas des volumes de données trop importants. Voilà. Pour ce qui est des dossiers qui n'ont pas de valeur archivistique, donc qui au terme de la durée légale de conservation pourraient être détruits, ceux-ci ils peuvent rester dans la GED ou dans le système qui est utilisé pour la gestion courante. En revanche, même pour ces dossiers-là, il faudrait prévoir une phase de destruction. Donc, après X années, quand le délai légal est échu, il faudrait aussi les détruire parce que là aussi, accumuler des données dont on n'a plus besoin, c'est un risque de sécurité, surtout s'il y a des informations sensibles dans ces dossiers-là, et ça surcharge les systèmes d'exploitation. Voilà, donc les principaux avantages qu'on peut tirer de ce modèle qui est un peu revu, c'est qu'on archive plus rapidement les dossiers numériques afin de ne pas perdre les informations qui y sont contenues, qu'on sélectionne régulièrement, donc année après année, sur des cycles plus courts, les fichiers archivés, ce qui permet en fait un processus d'archivage plus simple, mieux maîtrisé.
Et puis, dernier point, c'est d'alléger effectivement les systèmes d'exploitation pour qu'ils fonctionnent toujours de manière optimale. Merci, merci. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut constater à la suite de ces quelques points qui ont été évoqués? C'est que en fait, les GED et les systèmes d'archivage participent en fait de ce cycle de vie de l'information, mais qui ne répondent pas aux mêmes besoins. Donc là, vous voyez lister en fait les objectifs ou les principes d'une GED et les principes d'un système d'archivage. Donc une GED, je l'ai dit, ça sert à la création, à la gestion des dossiers courants, alors que le système d'archivage, il doit permettre une conservation des dossiers qui ont une valeur patrimoniale sur un très long terme. Pour la partie GED, c'est les services producteurs ou les personnes qui ont produit les dossiers qui sont responsables, alors que dans le système d'archivage, c'est le service d'archives ou l'archiviste qui est responsable des dossiers qui sont archivés. Les accès pour la partie GED sont définis par fonction, par secteur d'activité, responsable RH, etc. Donc voilà, par rôle. Alors que dans la partie système d'archivage, les modèles d'accès sont plus simples. Ils suivent des délais légaux de consultation qui sont définis dans les lois, avec évidemment des régimes particuliers pour les données sensibles et confidentielles. Si dans la partie GED, on l'a dit aussi, les dossiers peuvent être modifiés, ils sont en cours de traitement. Dans la partie archivage définitif, les dossiers, les données sont figées. Donc l'idée, c'est qu'on garde, qu'on puisse garantir l'authenticité de ces documents. Donc ils sont figés et ils sont fermés. Et il y a des métadonnées qui sont liées pour en garantir le contexte et les identifier. Enfin, les systèmes de GED devraient permettre une projection sur le long terme, donc intégrer des éléments qui permettent de dire quels sont les délais légaux pour certains types de dossiers et quel sera le sort final pour certains types de dossiers, est-ce qu'il sera détruit, archivé ou échantillonné. Mais ils ne font pas ce travail-là, alors que le système d'archivage a vraiment pour objectif d'ensuite gérer toute cette partie où le dossier doit être archivé, s'il doit être archivé, et surveillé pour en garantir l'accès et l'intégrité. Et enfin, l'utilisation, elle est courante pour le système de GED, alors que dans un système d'archivage, c'est plutôt une consultation. Donc, on accède à l'information, mais on ne travaille plus cette information. Le second constat qu'on peut faire, c'est que pour que ce cycle de vie des archives fonctionne bien, ces systèmes de GED et d'archivage électronique doivent autant que possible être complémentaires, parce qu'on est sur un même processus avec deux outils différents. Mais il faut qu'ils travaillent en fait en harmonie, enfin en tout cas qu'ils travaillent dans la même direction. Et pour cela, il y a des critères qui ont été listés à la fois par le SECO, il est mentionné ici en note au bas de l'écran, donc le Centre de coordination pour l'archivage à long terme des documents électroniques, mais aussi par les autorités, les archives cantonales dans chaque canton qui définissent en fait des critères auxquels devrait répondre un système de GED afin de bien préparer la phase ensuite d'archivage. Alors là, ils sont listés avec ces petites icônes, les différents principes. Donc le premier, c'est le principe des dossiers. Un document doit en principe s'inscrire dans un dossier d'affaires ou un dossier d'activité qui permet d'en saisir le contexte, la temporalité, l'élaboration, etc. Et le système de GED doit supporter la formation de ces dossiers. Les documents ne peuvent pas être isolés au sein enfin, dans le système, ils doivent se rattacher à un contexte et donc à un dossier. Ensuite, un système de classement ou un plan de classement, comme on l'appelle aussi. Les dossiers doivent s'inscrire dans un plan de classement qui permet d'identifier leur origine, le domaine dans lequel ils s'inscrivent, le producteur éventuellement qu'il a créé, etc. Il y a un point sur la protection et la sécurité qui est très important, je l'ai évoqué aussi avant, c'est que des rôles et des responsabilités doivent être attribués pour les différents dossiers et les dossiers doivent être protégés contre des modifications qui ne seraient pas autorisées et pas protocolées. Les métadonnées qui sont essentielles aussi, donc c'est le titre, les dates, le producteur, etc., qui doivent renseigner en fait sur l'identité d'un dossier donné. L'évaluation, donc c'est ce que j'ai évoqué aussi tout à l'heure, c'est que la GED, elle devrait permettre de préparer en fait cette projection dans le long terme, destruction, archivage, échantillonnage, etc. Et enfin, la clôture
du dossier qui arrive ici en fin de liste, mais qui est absolument essentielle parce que c'est elle qui va en fait enclencher ce cycle de vie de l'information. Donc un dossier clôturé passe dans une phase intermédiaire et ensuite, au bout d'un certain délai, il va être archivé s'il a une valeur historique. Voilà, donc ces principes, ils devraient être mis en place dans une administration et voilà, si ce n'est pas le cas, bah, ça peut compliquer un peu la tâche. Donc voilà les principales difficultés qui pourraient se présenter et qui devraient être normalisées avant de partir dans une solution GED et dans une solution d'archivage. Donc l'absence d'un plan de classement, un plan de classement qui ne définirait pas les délais de conservation ni les sorts finaux, des dossiers qui ne seraient pas attribués à une rubrique du plan de classement ou qui seraient attribués à plusieurs rubriques dans un plan de classement, des dossiers qui n'auraient pas de procédure de clôture, des dossiers qui ne seraient pas clos, qui resteraient ouverts dans un système d'exploitation, et des dossiers multiples, éparpillés, qui appartiendraient à une même affaire sans que ce soit clairement identifié. Donc ces situations-là devraient être résolues avant d'envisager le travail dans une GED et l'archivage. Si tous ces critères sont rassemblés, merci, l'archivage électronique peut alors se dérouler de manière optimale. Donc, une fois que le dossier arrive au terme de son utilité légale et s'il a une valeur archivistique, il va être préparé en paquet, c'est-à-dire on va en vérifier l'intégrité des données, identifier les formats, vérifier euh, s'ils sont aptes, adaptés à la conservation à long terme. Si ce n'est pas le cas, migrer vers des formats qui sont prévus pour la conservation à long terme, avec toutes les métadonnées liées au dossier, afin de pouvoir toujours l'identifier, en garantir l'authenticité. Ensuite, le dossier sera versé dans un coffre-fort, ce qu'on appelle un coffre-fort électronique, avec toutes les données qui y sont rattachées. Il sera aussi inventorié, comme pour le papier, on aura un inventaire qui permettra d'identifier ces dossiers-là. Et ensuite, on va gérer la conservation de ces dossiers. Donc, ça veut dire contrôler, monitorer en fait ces dossiers pour vérifier que ces formats restent stables, que les données restent stables, et si nécessaire, changer de format si ces formats-là ne sont plus adaptés à la conservation sur un très long terme. Et enfin, une phase évidemment de consultation. Ces dossiers, ils sont archivés, mais ils restent tout à fait utilisables et consultables. Donc les objectifs à terme, c'est d'avoir une bonne gouvernance du documentaire qui prépare cet archivage et une solution d'archivage électronique qui va permettre de verser ces données et dans les systèmes actuels, mais aussi dans le futur. Euh, D'autre part, les inventaires d'archives, ils doivent permettre d'accéder à toutes ces données qui sont archivées au format électronique, mais faire le lien aussi avec le papier, parce que finalement, on est dans les mêmes processus qui, dans le temps, passent du papier à l'électronique. De professionnaliser l'archivage, donc de le rendre conforme aux exigences légales, mais aussi de le rendre plus fluide, plus simple, plus linéaire. Et enfin, de mettre en place ces bonnes pratiques de gouvernance documentaire afin, voilà, de pas se trouver submergé par ce qu'on attend et que en fait, ces données s'accumulent et qu'après, il faut les gérer. On en perd un peu la maîtrise et il faut les gérer en une fois. Voilà pour ce que je voulais vous présenter. Donc, je passe la parole à William Joachim qui va vous parler de l'offre qu'on va vous soumettre. Alors, merci beaucoup Nathalie. Est-ce que tout le monde m'entend? J'ai baissé mon micro, ça devrait aller. Donc, comme l'a dit Nathalie, aujourd'hui, je vais vous présenter DocuTeam Cosmos. Qu'est-ce que cette solution d'archivage électronique, mais également le contenu de l'offre mutualisée que nous vous soumettons aujourd'hui. Alors, concernant DocuTeam Cosmos, c'est une solution d'archivage électronique pérenne prenant en charge vos archives de A à Z depuis leur versement. On verra quelles sont les deux portes d'entrée de DocuTeam Cosmos jusqu'à leur diffusion à l'interne ou à l'externe. C'est un système d'archivage électronique qui respecte le standard OAIS, qui est, on va dire, la norme la plus souvent mentionnée quand on parle d'archivage électronique pérenne. Concernant les portes d'entrée de DocuTeam Cosmos, donc le versement de vos données au sein de DocuTeam Cosmos, il y a deux applications. Il y a DocuTeam Packer, je ne sais pas si vous passez à la slide suivante, qui est, si vous voulez,
le logiciel que vous utiliserez pour le traitement des données que vous trouverez, comme l'a dit Gillian, sur une disquette ou sur un disque dur. C'est ce qu'on utilise, nous, au sein de DocuTeam, pour le traitement manuel d'un nombre de données relativement contenues. Et c'est ce qui va permettre de créer des paquets SIP. Qu'est-ce qu'un paquet SIP? Pour la petite anecdote, ce sont donc des dossiers, comme vos dossiers sur Windows, avec vos données, plus un certain nombre de métadonnées descriptives et techniques qui vont faciliter l'archivage pérenne de vos données. Ce que DocuTeam Packer fait automatiquement, c'est l'identification des formats. Il va également vous dire si certains fichiers sont à double, ce qui peut vous faire un gain économique en termes d'espace de stockage pour la solution d'archivage. C'est une gestion des métadonnées descriptives et de préservation, comme je l'ai dit avant, qui vont s'ajouter à vos données que vous archivez. Ce qu'il faut savoir, c'est que DocuTeam Packer ne nécessite pas l'utilisation d'Internet et que c'est un logiciel que vous pouvez télécharger directement depuis notre site Internet. Une fois encore, DocuTeam Packer sera très utile pour le traitement de données sur une disquette, sur un CD-ROM, pour du vrac numérique dans votre arborescence. Vous pourrez créer une arborescence de fichiers comme sur Windows. Vous pourrez inscrire un certain nombre de métadonnées descriptives. Par contre, si vous voulez faire des versements plus conséquents, nous avons une autre solution, c'est DocuTeam Feeder. DocuTeam Feeder, donc c'est ce versement de données, on va dire plus de masse, avec la possibilité d'automatiser un certain nombre de versements et surtout d'opérationnaliser un certain nombre de flux de travail. Donc là, DocuTeam Feeder, pour dire les choses très schématiquement, va faire les mêmes choses que Packer, mais de façon plus massive et de façon plus automatisée. C'est une application qui va également faire en sorte que les données versées soient conformes aux standards d'archivage électronique. Il va y avoir un certain nombre de vérifications qui sera faites au niveau de la sécurité de vos données. Est-ce qu'il y a des virus? Est-ce qu'il y a des menaces potentielles? Est-ce que les fichiers sont bien dans des formats d'archivage pérenne? Si oui, sinon, il faut les migrer dans un format d'archivage pérenne. Donc tout ça est assuré par DocuTeam Feeder. Par la suite, toutes les données que vous allez verser vont arriver dans Box. Box, pour faire une métaphore, c'est un peu notre coffre-fort. C'est vraiment un système de stockage sécurisé qui va vérifier que pas tout le monde ait accès à vos données, mais qui va également vous permettre d'avoir une vision d'ensemble de quelles sont les données que vous conservez au sein de DocuTeam Cosmos, avec quels sont les formats de fichiers que vous avez, quelle est la quantité de données que vous conservez actuellement pour avoir une surveillance sur le nombre de données que vous consommez dans l'offre. Ça permet également de faire de la recherche avancée au sein des versements effectués via des requêtes Sparkle, mais il y a aussi des recherches facilitées. Donc, vous avez vraiment cette idée de coffre-fort sécurisé avec une sorte de petite lorgnière qui vous permet de voir quelles sont les données que j'ai inscrites au sein de la solution Cosmos. Par la suite, pour assurer la repérabilité de ces données, nous avons un système de description archivistique, donc un système d'information archivistique dite de nouvelle génération. Donc, c'est un peu ce logiciel qui va nous permettre de décrire vos données électroniques pérennes en leur inscrivant un certain nombre d'informations concernant leurs producteurs, concernant le contenu des dossiers électroniques, concernant le nombre de dossiers qui existent relatifs à des constructions, relatifs à des événements comme la fête du 1er août. Pourquoi de nouvelles générations? Parce qu'on y intègre les nouvelles normes de description archivistique, comme le standard ISAG, mais également la dernière norme de description archivistique, Record in Context. Donc, c'est un logiciel qui est à jour avec les standards, qui est amené à durer dans le temps, puisqu'il respecte les derniers standards. Il y a aussi toute une idée de flexibilité avec ce logiciel. On a des formulaires de description qui peuvent être modulables, qui peuvent être amendés selon les besoins de description. Et surtout, c'est un logiciel qui permet de faire des extractions, c'est très important, de vos métadonnées descriptives en code, mais également dans des certains nombres de fichiers qui vont vous permettre de créer peut-être des mini-inventaires si des personnes vous demandent un accès à un certain nombre de données ou si vous souhaitez avoir accès à vous-même à une extraction de vos données descriptives. Donc, c'est aussi
pourquoi on fait cette description? C'est pour la rendre accessible. Comme l'avait dit un ancien archiviste des Archives nationales de France, on ne conserve pas des archives pour les conserver, mais pour les rendre accessibles. Et nous, notre vitrine virtuelle qui va rendre accessibles vos données numériques, c'est DocuTeam Sirius. C'est une interface multilingue, ce qui peut être utile dans un pays comme le nôtre qui a plusieurs langues nationales, qui a 4 langues nationales. C'est un logiciel aussi de nouvelle génération qui va vous permettre de faire des recherches. Là, on voit en exemple dans les villes des archives de Baden, on a la possibilité de faire des recherches de données à une très grande vitesse. Parmi des milliers de documents référencés, c'est en un quart de seconde, en quelques secondes que seulement la recherche donne d'un certain nombre de résultats. Vous avez la possibilité de faire des recherches à travers une arborescence, comme dans votre arborescence Windows ou comme dans votre GED, si votre GED permet l'arborescence, mais également de faire des recherches avancées en disant moi je veux dans la section construction, toutes les constructions relatives à l'église du village, il y a un certain nombre de recherches qui peuvent être programmées en amont pour limiter le nombre de réponses. Il y a également la possibilité d'offrir un visuel avec la visualisation de PDF de documents qui auraient été numérisés, que ce soit des documents textuels, des documents audiovisuels. Donc, c'est une solution aussi flexible qui est compatible RIC et qui, donc le dernier standard de description archivistique, et qui permet une diffusion à l'interne et ou à l'externe de vos données numériques. On peut passer à la slide suivante. Concernant DocuTeam Cosmos dans son ensemble, c'est un système Software as a Service. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que vous n'avez pas à investir dans des serveurs qui devront être stockés dans vos locaux, pour lesquels vous devrez assurer un entretien, une norme de sécurité. Ça, c'est DocuTeam qui s'en occupe avec notre partenaire Switch Connect, qui est basé à Zurich et à Lausanne. Switch Connect respecte les standards nationaux en termes de préservation de données. C'est une compagnie qui agit en termes de sécurité informatique depuis plus de 20 ans et qui s'assure que toutes les données conservées sur ces serveurs, dans ces centres de calcul, sont copiées à plusieurs endroits, toujours en Suisse bien sûr, et ce qui permet pour vous une garantie que vos données soient conservées de façon sécuritaire. Nous, vous l'avez compris, nous offrons également un service d'assistance, d'archivage, donc pour tout ce qui est requête, quand vous recherchez un certain nombre d'archives électroniques que vous auriez stockées dans DocuTeam Cosmos, nous sommes à disposition pour vous faciliter la tâche dans la description de vos données, mais également dans le repérage de l'information. Concernant la sous-traitance auprès d'un service privé, c'est la slide suivante. Est-ce qu'il est sécure pour une commune de faire confier ses données à une entreprise privée? J'ai moi-même été conseiller communal et j'ai travaillé au sein des archives d'État de Genève. Je sais ce que c'est quand on est dans le public, la relation avec le privé. Actuellement, il n'y a aucune législation qui interdit aux communes de sous-traiter leurs données, leurs archives électroniques, leurs données électroniques à valeur pérenne à un sous-traitant. Au sein de DocuTeam, on sait que c'est un sujet qui pose énormément de questions, surtout avec les nouvelles législations comme la si plus nouvelle NLPD, et nous faisons en sorte que dans nos contrats, il soit très clair que nous respectons les législations suisses en vigueur, que nous respectons non seulement la loi sur la protection des données, mais également la loi européenne sur la RGPD, l'article 8, qui est beaucoup plus restrictif que la NLPD. Au sein de DocuTeam, nous sommes des archivistes, ça a été dit en amont, on a conscience des problématiques des petites communes de moyennes ou grandes communes, quelles sont les problématiques en termes de préservation des données, et nous faisons en sorte de nous garantir que les données que nous conservons soient bien faites. Concernant la propriété des archives, contrairement à des données sur Microsoft ou Google, elles restent votre propriété. Et chez DocuTeam, on a à cœur de respecter l'ensemble des standards, non pas uniquement de description, mais également de conservation des données. On a parlé de prémices, vous avez pu voir sur les slides un certain nombre de données. Nous faisons toujours en sorte que si vous veniez à décider de ne plus travailler, de collaborer avec nous, nous avons l'engagement de vous transmettre vos données dans des standards qui vous permettront de réintroduire vos données descriptives, vos données et métadonnées de conservation électronique au sein de votre nouvelle solution d'archivage électronique. Donc, vos données vous appartiennent
et il nous sera facile de vous les rétrocéder, de vous les restituer si vous décidez de ne plus collaborer avec nous parce qu'on suit l'ensemble des standards et normes internationaux. Concernant maintenant la tarification, on rentre un peu dans le sujet. Concernant la mise en œuvre initiale, pour être clair, c'est un coût unique qui est payé par la ou les communes mutualisées pour l'installation de DocuTeam Cosmos. Si une commune s'avance seule, donc sans mutualisation, elle payera la somme que vous voyez sur le tableau en bas. Cependant, si vous vous mettez d'accord avec d'autres communes pour mutualiser DocuTeam Cosmos, alors vous aurez droit à un certain nombre de rabais. Par exemple, si deux communes se mettent ensemble, elles ne payeront plus à la ligne 1 du déploiement initial 3 000 francs, mais seulement 2 600 francs chacune. On fait, si vous voulez, un rabais sur nos charges variables. Si vous êtes 4 communes, vous ne payerez plus que 1 800 francs par commune. À cette charge du déploiement initial s'ajoute bien évidemment, c'est le point 2 du tableau principal, tout ce qui est coordination, planification. Nous estimons un temps nécessaire par commune d'environ 8 heures pour assurer une installation optimale et fonctionnelle de DocuTeam Cosmos. Donc ça, je tiens à repréciser, c'est la mise en œuvre initiale, c'est un coût unique, payé une seule fois par la commune. Concernant le service SaaS, qui est un coût, lui, annuel, là aussi, il est possible d'obtenir un rabais avec une offre mutualisée, à savoir que c'est la ligne 1. La prise en charge sur les serveurs Switch ont un coût, s'assurer que vos données sont toujours pérennisées et que sont dans des protections sécuritaires, tout cela a un coût. Si une commune s'avance seule et décide d'utiliser DocuTeam Cosmos, elle payera 4 500 francs par an pour l'accès à ces données et puis pour avoir toujours un outil DocuTeam Cosmos fonctionnel. Si par exemple c'est 3 communes qui se mutualisent, elles payeront alors chaque année, chacune, 3 540 francs par commune, ce qui représente une économie par commune, une réduction de 960 francs à l'année. Si à ce prix-là, donc des coûts de maintien de DocuTeam Cosmos, s'ajoute tout le service de soutien en archivistique, tel que la description de vos données, les recherches que vous pourriez éventuellement nous demander d'effectuer, tout ce qui est soutien à l'utilisation de DocuTeam Cosmos. Et nous estimons qu'un temps de 10 heures pour garantir une description minimale de vos données et un soutien minimal à vos interrogations est vous aurez compris, minimum pour s'assurer d'une utilisation optimale de DocuTeam Cosmos. Donc tout ça, ce sont des charges à l'année. Maintenant, concernant les conditions, pour que DocuTeam puisse faire des économies sur ces charges variables, nous vous demandons 2 conditions. La première, c'est que si des communes se mettent ensemble et décident d'aller ensemble vers DocuTeam Cosmos, il faudra se mettre d'accord sur un calendrier commun de déploiement de la solution. Pourquoi cela? Parce que si on commence à faire des déploiements variés dans le temps, cela va mobiliser du personnel sur la durée qui vont faire des tâches répétitives qui peuvent être faites une fois lorsqu'on a un calendrier commun. Donc ça, c'est une première condition. Et la seconde condition, c'est que tout ce qui concerne la description archivistique de vos données, tout ce qui concerne l'interrogation de vos données si vous avez des besoins, ce sont les archivistes diplômés de DocuTeam Cosmos qui s'en occupent. Ce sont des archivistes qui ont connaissance de nos outils, qui savent comment fonctionnent les outils de description comme DocuTeam Context ou DocuTeam Sirius et qui sont plus à même de les utiliser. Donc, c'est les 2 conditions, si vous voulez, pour avoir droit à cette offre mutualisée. Donc, le point suivant, donc, quelle est la feuille de route pour vous si vous souhaitez avancer dans la solution d'archivage électronique pérenne? C'est d'abord faire un peu un travail entre vous, voir quelles seraient les communes éventuellement intéressées pour une offre mutualisée afin de réduire les coûts de mise en œuvre et les coûts de maintien annuel de DocuTeam Cosmos. Nous demander une offre
que vous soyez seul ou avec d'autres communes. Ensuite, on établirait ce planning commun, si vous êtes plusieurs communes, où on établirait un planning avec vous. On vous, bien évidemment, soumet une offre définitive que vous validez ou pas selon ce que vous estimez de juste. Et une fois que nous avons la validation définitive, nous procédons à l'installation de DocuTeam Cosmos et à la prise en charge de vos archives électroniques. Donc, pour la suite, on peut passer à la slide suivante. Donc, voilà un peu pour la présentation que nous voulions vous faire aujourd'hui. J'imagine bien que vous allez peut-être avoir un certain nombre de questions.